Rota TV la bagaw Mali kono Mali ko ka farafina ani farajala aw mana kero ro anka foli be aw bela jeli aw bisimila aka jabrani mani centre Rota TV bi am yorom na o de badala bugue kren la ayem no yo gol don ka cekulu bay o dagale be yorom na badala bugo ambe yenno amba don ka fo ko ayem ma wuru ko ye gref babulo da mi kuntala be si semaine kelen nywana ma dogon kelen nywana akon gbe ma chama kono kwa sabula ayem mo be gref ke kle saba nga min kuntala be se fo dogon kelen ma ayem ma chama kono ka o sabula an willa kana a nyanyini kujumena ayem mo yake donc en seruma au ka secrétaire général o ida do la ni ka afo aka kuma konna la bakurbala amba to mo amkla ka ayere ka image teme abata ayere da kono ayere ka fo ko fen chama de pays min kan ka ke nanga jamana nyama mo ke o do ye jume o do ye ogoldon ka wari sarali abi sangeli nyana bo ogoldon be wari mi kan ga di ogoldon ma to ko mena obse ko yere deme o wari ulutikati ogolso la bita soro nyego nogolindo wali ma bita soro barado be munun kan ka ke walma ogoldon yere kan ka kalanke yoro mununa ibita soro o tanya be ogoldon na ulusiti ka se ka nyana bo ibita nga ogolso bado yere la ibita soro kala min ye san saba ɲɔgɔnna i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnw bɛ san 5 ɲɔgɔnna ko o la siraw tagabolo man ɲi sira yɔrɔ dɔw bɛ courant tɛ yen a y'i da don nin caman la ni ko o walawala ko min fana bɛ maa kɔnɔ gan n'o de ye ɔkɔli privéw ye u bɛ bɔli kɛ nka u tɛ se olu ma kosɛbɛ u ye olu bɛɛ labɔ nin sen o y'a yira k'a fɔ ko a ka kan an ka jamana in kɔnɔ an k'a faamuya k'a fɔ ko faamaden tɛ yen ko fantanden tɛ yen faamaden tɛ yen an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ne ye fɛn min ye kalanko la o sabula bɛɛ lajɛlen bɔra cogo min na an bɛɛ ka bila minɛ kelen kɔnɔna la degun minnu bɛ yen n'o bɛ fantandenw da la o degun ninnu olu fana bɛ se ka taga bɔ olu dala cogo min na u bɛ se ka kalan ka kɛɲɛ ni faamadenw ye cogo min na waasa a bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana servi o de tun ye laɲinibaw ye donc an ka yɛrɛ ka kumaw lamɛn. Les points de revendication du bureau de coordination nationale qui sont constants depuis un bon bout de temps et je pense que vous allez finir par le constater de vous-même. Considérant le non-respect de certains engagements pris par la partie gouvernementale lors des négociations suite au préavis précédent, notamment le cadre de concertation, le déguerpissement des ordures sur la colline de Badalabougou, l'éclairage des espaces universitaires, la réhabilitation des amphis préfabriqués et bien d'autres. Considérant la situation de retard accru constant du paiement des allocations financières dans une grande majorité des institutions d'enseignement supérieur du Mali. Considérant la situation des infrastructures qui devront accueillir les étudiants supplémentaires BAC 2022 dans les IES. Considérant la situation de l'occupation illicite de l'espace universitaire, considérant l'absence de connexion Internet dans les IES et le manque de propositions concrètes allant dans ce sens, considérant les difficultés d'accès aux moyens de transport par la grande majorité des étudiants depuis la mise en place de la politique des cartes de transport, considérant la situation des formations non habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pourtant offertes dans nos IES, considérant la lenteur dans la sécurisation de l'espace universitaire qui est toujours en proie à l'insécurité grandissante, considérant la lenteur de la décision permettant aux détenteurs de licence du système LMD de participer au concours de la fonction publique, considérant la non-intégration directe des élèves professeurs de l'ENSUP à la fonction publique des collectivités, considérant le nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe des écoles fondamentales et celles du secondaire, considérant l'absence de programme de rehaussement du niveau des élèves présentant des résultats insuffisants, considérant le renvoi abusif des élèves des écoles fondamentales et ceux du secondaire sans aucun programme de réorientation, considérant la situation de l'inadéquation entre le volume horaire attribué et le programme exécuté dans les écoles, considérant l'absence totale de travaux pratiques au niveau des écoles secondaires, considérant l'absence d'une politique d'hygiène pérenne pour les toilettes des écoles du fondamental et du secondaire, considérant la situation compliquée de nos camarades dans les écoles agro-pastorales. Ce n'est pas mentionné dans le préavis, mais à cela il faut ajouter les instituts de formation des maîtres professionnels à et en dehors de Bamako,
Considérant l'absence d'un planning de retour en classe de nos camarades dans les zones affectées par le conflit, considérant la non-considération du point relatif à l'uniformisation des tenues dans les écoles publiques et privées, considérant la situation de manque de professeurs dans certaines écoles publiques, en dehors de Bamako, où les cours sont généralement assurés par les stagiaires des IFM, considérant l'inaction des services d'inspection du ministère de l'Éducation dans les écoles fondamentales et secondaires, considérant la situation des frais d'inscription des élèves du conservatoire et étudiants du conservatoire des arts, métiers et multimédia Bala Fasségué, considérant la situation de déménagement de l'INA, nous, Bureau de coordination nationale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, conscients de nos responsabilités pour l'avenir de nos camarades, avons décrété aujourd'hui, lundi 21 novembre 2022, une sortie nationale de 120 heures, soit la période ouverte de ce lundi au vendredi. Par ailleurs, nous avons informé dans ce préavis que nous allons afficher notre opposition quant à la reprise des bacheliers 2022 dans les IS si dans la pratique, des solutions ne sont pas apportées quant aux infrastructures qui peuvent les accueillir pour des conditions d'études dignes de ce nom. Voici, entre autres, amis de la presse, opinion nationale, les revendications qui sont portées par le Bureau de coordination nationale. Mais aujourd'hui, il faut le dire, au-delà d'un préavis de grève, c'est un cri de cœur de l'ensemble des élèves et des étudiants du Mali. Parce que la situation et les difficultés que nous rencontrons dans cet exercice ont apparu depuis bientôt des années, souvent bien avant l'arrivée de certains d'entre nous dans le monde universitaire. Et cette situation, elle continue et les problèmes s'accroissent de jour en jour. Il faudrait que pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe, de revenir sur la genèse, l'historique qui a conduit à cette sortie nationale d'aujourd'hui. Ce bureau de coordination nationale est un bureau comme il y en a peu, comme il y en a eu très peu dans l'histoire récente de notre association. Un bureau constitué de jeunes, patriotiques, conscients de leurs responsabilités. Nous ne prenons aucune décision sous la passion, mais nous essayons au maximum d'être réfléchis. Et en tant que leader d'association, les élèves et les étudiants peuvent constater d'eux-mêmes, même l'opinion nationale, un certain changement. Mais il est important de l'édifier. Ça va bientôt faire aujourd'hui 2 années, bientôt 3 années, que M. Siliman Seydou Niaré, secrétaire général, est à la tête du bureau de coordination. Et en ces 3 années, l'association des élèves et étudiants du Mali n'a observé aucune grève. En ces 3 années, nous sommes à 3 préavis de grève. Je dis 3 parce que ce 3e préavis, c'est dans une continuité, dans une suite logique. Certains pourront considérer 4, mais pour nous, nous sommes à 3 préavis de grève. 2 préavis non exécutés et ce préavis, cette sortie nationale exécutée ce matin, qui aurait d'ailleurs pu être évitée. Le premier préavis de grève a été déposé avec presque les mêmes revendications que celui-ci. Après des rencontres avec le gouvernement, des engagements avaient été pris. Conscients des enjeux de notre pays, nous avons décidé d'y croire et de les accorder le bénéfice du doute. Et nous avons abandonné la sortie. Nous avons fait le suivi
de nos revendications, certaines lignes ont commencé à bouger. Nous avions demandé à l'époque, en dehors des revendications qui reviennent tout le temps, il y avait des points phares. C'était l'intégration des licenciés à la fonction publique parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on a instauré le système LMD, on forme des gens dans nos institutions d'enseignement supérieur, mais ensuite, ils n'ont pas le droit de participer au concours de la fonction publique nationale. Ce n'est pas pour dire à nos camarades qu'ils doivent absolument se reposer sur la fonction publique. L'entrepreneuriat existe, le secteur privé est là, mais du moins, avec l'instauration de ce système, dans les mesures d'accompagnement, la moindre des choses, c'est de permettre aux licenciés de ce système de participer à ce concours pour servir l'État. Parce que la finalité, c'est ça. Nous sommes formés, nous sommes pris en charge avec des allocations financières, avec une seule finalité, servir notre pays. Il y avait également l'ENA. Les lignes ont bougé, au final, les licenciés ont pu participer au concours de l'ENA. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la fonction publique. Par rapport aux autres doléances, comme je l'ai dit, c'est des doléances qui reviennent en matière d'hygiène, en matière de conditions des étudiants et des élèves, en matière de bourses, de trousseaux, de frais de stage, etc. Les lignes ont continué à bouger. Ensuite, le pays a connu une période difficile qui était la période d'embargo. Et à l'époque, avec toutes les pressions extérieures sur le Mali, l'AIM, qui a toujours été aux côtés du Mali, ne pouvait pas se permettre de créer des foyers ou des mouvements à l'intérieur. Nous nous sommes rangés derrière notre pays. Durant toute cette période, malgré les pressions, nous n'avons engagé aucun mouvement, nous n'avons déposé aucun préavis de grève. Et si vous l'avez constaté à cette époque, nous étions beaucoup entre les ministères, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, la primature, au point où pour les détracteurs, l'AIM était devenue une association qui passait de ministère en ministère pour je ne sais quoi. Mais c'était dans le cadre uniquement de privilégier le dialogue et d'apaiser à notre manière cette période difficile que traversait le Mali. Les problèmes se sont accentués. Après l'embargo, nous avons déposé un second préavis de grève. À ce niveau également, les lignes n'ont pas bougé réellement comme nous le voulions. Mais peu importe ce qui s'est dit, c'était dans une logique purement patriotique que le bureau de coordination s'est assumé. Parce qu'à l'époque, il y avait les tueries de Tessite. Et le président avait déclaré un deuil national. Donc c'est étant vraiment compatissant et encore aux côtés de notre pays qu'on n'a pas fait de sortie. Au fil du temps, nous avons suivi les doléances de ce préavis. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, force est de constater que rien n'a été fait. Et le malheur, c'est que par rapport à cette sortie nationale, à notre sens, elle aurait pu être évitée. Parce qu'aujourd'hui, les premières répercussions de ces mouvements de grève, c'est nous qui les subissons. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Autant en subir que de rester souvent dans certaines conditions. Nous avons privilégié le dialogue. Mais c'est avec amertume que je le dis. Et c'est l'impression qu'on nous donne. Dans notre pays, le dialogue ne mène pas souvent à des solutions. Durant toute cette période, nous avons alerté, nous avons signalé. Mais au final, il fallait prendre des décisions. Nous avons observé 72 heures au niveau de l'enseignement supérieur, sans effet.
nous avons touché au privé. Et c'est là où souvent le bas blesse. Nous n'avons rien contre les écoles privées. Mais lorsqu'après de tels mouvements, souvent à certains niveaux, on vous appelle et on vous demande, au lieu de vous demander quels sont les problèmes que vous avez, qu'est-ce qui se passe, mais on vous pose la question de savoir pourquoi vous avez fait sortir les privés. C'est une simple question, mais ça en dit long. Chacun pourra définir cela comme il veut. Mais pour nous, c'est une manière de nous montrer souvent que les institutions publiques ne sont pas souvent la priorité. Ensuite, nous avons renouvelé les 72 heures. Les lignes ont commencé à bouger, parce qu'il faut le dire aussi. Mais j'y reviendrai. Et après ces 72 heures et rien, nous étions obligés d'aller vers une sortie nationale. Alors, suite à cela, nous avons eu des rencontres, mais il est bon d'énumérer les problèmes. Et il faut le dire, ce mouvement initié par l'Association des élèves et étudiants du Mali est un mouvement initié dans le but que nos doléances soient satisfaites, que nos camarades puissent entrer en possession de leur allocation financière, qu'ils puissent étudier dans des conditions dignes de ce nom et pour d'autres commodités. Mais en aucun cas, ce mouvement ne saurait être repris par qui que ce soit pour des fins qui ne cadrent pas avec nos objectifs. Nous n'avons rien contre personne, nous ne voulons la tête de personne, nous voulons simplement que nos doléances soient prises en compte. Parmi les engagements pris par la partie gouvernementale durant tout ce temps, il y avait l'initiation d'un cadre de concertation qui allait permettre aux élèves et étudiants du Mali de pouvoir discuter dans un cadre serein, en dehors des mouvements de grève, avec les autorités. Nous avons fait tellement de va-et-vient entre soit le siège de l'AEM ou nos écoles, ou pour d'autres nos services, pour aller vers ces ministères pour régler les situations, mais rien ne bougeait. Nous avons attendu ce cadre de concertation, jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas eu. Le gouvernement avait pris pour engagement à l'époque également, au niveau de la colline de Badalabougou, vous savez, il y a un dépôt d'ordures là-bas. Ce dépôt d'ordures aujourd'hui est invivable pour ceux qui sont au niveau de la colline, particulièrement la FSEC, la faculté des sciences économiques et de gestion, la FDPRI, la faculté de droit privé, qui ne sont pas très loin de ce dépôt d'ordures. En période pluvieuse, lorsqu'il pleut, c'est des odeurs qui vont jusque dans les amphithéâtres. Et quand parfois les autochtones ou n'importe qui exerce au niveau de ce dépôt d'ordures, y met le feu, c'est la fumée qui envahit ces établissements. Donc on a demandé à ce que ce tas d'ordures soit déguerpi. Les versions sont souvent différentes à ce niveau. Tantôt, on a envoyé des gens, mais c'est des membres de l'AEM qui ont empêché cela, etc. Mais c'est aussi simple. Si on a envoyé des gens, il faut que le bureau de coordination nationale soit informé. Mais nous n'avons jamais été informés. Si les membres de l'AEM, on sait pour X ou Y raison, empêchent que ce dépôt soit dégagé, alors que le bureau de coordination l'a demandé, on doit être saisi. Et à ce moment, nous assumerons ce qu'il faut assumer parce que c'est une revendication du bureau de coordination. Au-delà de ça, il y avait également l'éclairage de la colline de Badalabougou. Il y a certaines zones de cette colline-là qui sont totalement dans le noir. Les étudiants se font agresser, on les prend leur moto. C'est le cas également de la voie qui quitte la grande porte du Sénou vers le campus universitaire de Kabala. C'est une voie d'environ 300 à 500 mètres, je ne sais pas, mais qui est complètement dans le noir.
et les étudiants l'empruntent à chaque fois. Il faut que ces endroits soient éclairés. C'est l'une des conditions primordiales pour notre sécurité et au-delà de nous, pour la sécurité de tout citoyen qui décide de se rendre dans ces lieux. C'était le cas à l'hyper-IFRA de Katibougou et on l'a constaté de nos propres yeux et à l'époque avec certains responsables même. Mais rien n'a été fait. Il a fallu la revendication, la conscience, la maturité et la responsabilité du secrétaire général de l'hyper-IFRA de Katibougou avec un partenaire privé. Ils ont pu mettre des lampadaires solaires sur cette voie. C'est aussi ça, les vides qu'on arrive à combler. Mais ça, ce n'est pas toujours dit. Donc, il est impératif qu'il y ait de l'éclairage sur ces voies et dans les zones universitaires. Tout ceci entre dans le cadre de la sécurisation. Par rapport à cela également, c'est pour revenir à certains faits, des engagements pris bien avant nos préavis dans le cadre de la feuille de route, qui a abrogé les protocoles d'accord entre l'AEM et le gouvernement avait pris des engagements. Il fallait clôturer l'espace universitaire, il fallait sécuriser l'espace universitaire, etc. Mais tout ce qui a été fait pour priver l'AEM de X ou Y, parce qu'il y a X ou Y, ça c'est achevé, c'est fait. Ça c'est le côté de la partie gouvernementale, ça les siège. Mais ce qui devait être fait en retour pour assurer la sécurité des étudiants, beaucoup de choses manquent encore à l'appel. Nous, ce que nous faisons, c'est de nous battre au quotidien pour que certains comportements cessent, même au sein de notre association. Mais parfois, on ne nous aide pas dans ce sens. Et souvent, nous, on se le dit aux militants. Il faudrait qu'à un moment, on s'arrête et qu'on comprenne à qui profite réellement la violence au sein de notre association. Parce qu'il y a des acteurs qui interviennent dans nos structures universitaires, même des fois, quand nous-mêmes nous sentons qu'il y a des problèmes à tel ou tel niveau, qu'il y a risque de débordement, on alerte, on signale. On a suspendu des comités pour ces questions. Parce qu'à un moment, il faut qu'on assume notre responsabilité, mais ce n'est pas à nous seuls de le faire. Mais à ce moment, on ne voit personne. Hein. Des fois, quand il y a des altercations entre étudiants, tu trouves des éléments des groupes de sécurité universitaire, des policiers qui observent, qui ne dissuadent pas les gens d'aller vers ces choses, mais qui observent, qui laissent les choses s'envenimer, qui laissent les choses se faire, et ensuite ramassent des gens et les ramènent dans des commissariats parfois qui n'ont rien à voir avec les événements. Mais quand il s'agit de déployer les forces de l'ordre pour surseoir à des mots d'ordre donnés pour des raisons légitimes, on les déploie par centaines dans nos espaces universitaires. C'était encore le cas de l'INJS quand ils réclamaient leur bourse. C'était encore le cas de l'UG quand ils demandaient simplement l'inscription de leurs étudiants. Donc on a demandé à ce que ces phénomènes cessent. Personne n'a besoin de tels comportements encore aujourd'hui dans notre association. Si on veut nous aider avec les forces de l'ordre, c'est dans le sens de bannir la violence. Nous n'avons rien contre ça, nous l'encourageons d'ailleurs. Mais pas dans le sens de nous empêcher de porter les revendications légitimes de nos étudiants. La question des allocations financières, je pense que je ne vais pas entrer dans trop de détails. Depuis des années, on en parle. Et vous le savez tous. Ça va bientôt faire 1 an que certains étudiants n'ont pas reçu leurs allocations financières. Et dans les rares facultés où il y a eu le paiement des allocations financières, c'était dû à des mouvements de l'AEM. Et c'est ce qui est déplorable. Nous disons toujours qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait de tels mouvements pour payer les allocations financières des étudiants. Et aujourd'hui, on se réjouit quand même que depuis le dépôt de ce préavis de grève, les allocations financières continuent d'être payées
Et nous avons appris même d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a une somme de 6 milliards 400 millions débloquée par le Trésor aujourd'hui pour payer les allocations financières des étudiants. Mais notre souhait, c'est que cela soit fait sans de tels mouvements, parce que de tels mouvements n'est le souhait de personne. Je vais vous étonner, mais c'est la réalité. Il y a aujourd'hui des formations dans nos institutions d'enseignement supérieur dont les diplômes ne sont pas habilités par l'État. Je vais vous renvoyer certainement à l'arrêté numéro 2020-27-26 du ministère de l'Enseignement supérieur, secrétariat général qui date du 16 novembre 2020. Aujourd'hui, dans cet arrêté, vous allez voir la liste des diplômes habilités et reconnus dans notre pays. Et vous serez au grand désarroi de constater qu'il y a beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur, des formations que nous faisons, dont les diplômes ne sont pas encore habilités. Les questions de cadre de transport, on l'a dit, il s'agit de trouver le moyen de faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès au bus. Parce que la carte de transport qui est en vigueur aujourd'hui n'arrange pas la majorité des étudiants. Il faut trouver les moyens et faire en sorte qu'on trouve une formule qui puisse faire en sorte que le CNU puisse sécuriser son argent et que les étudiants puissent avoir accès facilement au bus. Nous avons fait des propositions dans ce sens et on espère que les choses iront mieux. La fonction publique, il est temps que les choses bougent beaucoup plus pour que les licenciés puissent faire ce concours. C'est important. D'ailleurs, il est souvent même compliqué pour d'autres formations d'avoir accès à la fonction publique. Moi, je suis de l'école de médecine. On sait combien de médecins sont recrutés par la fonction publique de l'État par an. Ça ne vaut pas la vingtaine. Des fois, nous sommes à 15. Ça, c'est un doctorat. On ne parle pas des autres. Donc, il faudrait qu'on remédie à ces problèmes parce qu'on ne peut pas continuer de nous former et de nous abandonner dans la nature. C'est le cas des élèves professeurs de l'ENSUP. Dans le préavis, on a demandé leur intégration au concours des collectivités. Et c'est valable pour d'autres grandes écoles. Donc, en bref, par rapport à ce point, il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer de nous former pour ensuite nous faire chômer. Pour le reste des problèmes, c'est surtout le problème d'infrastructure. Mais on nous a rassurés, on nous a fait comprendre que pour le budget 2023 qui sera assigné à l'enseignement supérieur, tout ce budget sera consacré aux infrastructures. La FSEC aura un amphi de 1000, en tout cas ça a été dit 2000. Donc finalement on ne sait pas trop, on va demander les éclaircissements si c'est 2000 ou 2000. Donc la phase 2 de Kabbalah est en train d'être terminée avec de nouvelles salles de classe, de nouveaux amphithéâtres, avec une capacité estimée à environ 2000 à 3000 places. Dans la cour de l'UIG, il y a de nouveaux amphis qui ont été construits, mais qui ne sont toujours pas mis à disposition. Il faudrait accélérer avec ce processus. Pendant des années, nous avons crié. La faculté des sciences économiques et de gestion, ils estiment qu'ils ont 42 000 étudiants. Une seule faculté, c'est une estimation. Ils sont certainement plus, parce qu'ils ne maîtrisent même pas leur effectif. Pour obtenir une licence à la FSEC, il te faut 5 ans, voire 6 souvent. Une licence, parce qu'on n'arrive pas à gérer les effectifs. Je ne parle pas de la Flessel, je ne parle pas de la faculté de médecine et de pharmacie, je ne parle pas de la FEUS. Le problème est général. L'université de Ségou, n'en parlons pas. Donc, il faut des infrastructures. Il faut que les étudiants puissent être accueillis dans des conditions dignes de ce nom. Certains prennent des cours au pavillon Modibo Keïta, d'autres au palais de la culture. Dieu seul sait dans quelles conditions ils prennent ces cours. Donc souvent, au lieu de trop taper sur l'AEM,
il est important de saluer la résilience des étudiants du Mali. À Ségou, il n'y a pas d'internat. À l'Hyper Ifra de Katibougou, faites un tour. Nous avons mis en place, lors du second préavis, une commission d'évaluation des œuvres universitaires. On a fait le tour avec des responsables, des décideurs. Ils ont tout vu de leurs propres yeux. Il y a eu des recommandations qui ont été faites, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. C'est pour ça qu'on se bat. On veut des solutions. Au niveau de l'éducation nationale, on a signalé ce problème d'infrastructure, de pléthorie dans les salles de classe. C'est parce que même lors de la rentrée, je pense que c'est Maïga qui nous a remonté l'information, dans les groupes scolaires de CB1 et CB2, des élèves étaient assis à même le sol. Il n'y avait pas de banc. On les demande, ces élèves nous ont dit qu'on les a demandé d'aller dire à leurs parents de fabriquer des bancs pour qu'ils puissent venir s'asseoir. Le phénomène continue. La question des hygiènes dans les toilettes, ça c'est notre responsabilité à nous tous. Que ce soit l'AEM, les élèves, les étudiants. Mais on demande aux acteurs, c'est le 3e préavis et pour la 3e fois ce point apparaît. Ici, on ne dira pas que la répétition est pédagogique, mais on s'est dit que si ce point réapparaît, ils en feront une priorité. Il le faut, il y a certaines toilettes aujourd'hui qu'on ne peut pas voir. Récemment, le secrétaire général du lycée Alfred Garçon, il nous a envoyé des photos, mais souvent, tu te demandes même comment des gens arrivent à y entrer. Vous avez sûrement constaté récemment le renvoi des écoles. À l'échelle nationale, on peut les chiffrer à des milliers d'élèves qui ont été renvoyés. On l'a dit, on a cherché à connaître les causes de renvoi. Pour certains, c'est des scolarités épuisées. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ne font pas réellement d'efforts. Ce sont des moyens de renvoi, etc. On n'a pas posé problème. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de revendiquer ses droits, mais il faut connaître ses devoirs. Mais le problème n'est pas là. On l'a spécifié dans le préavis. La question qui se pose, c'est la réorientation. Peut-être ensemble, on espère que tout le monde fera des propositions. À travers vous, on informe l'opinion nationale. Peut-être que tous les Maliens feront des propositions. On a chassé des milliers d'enfants de l'école parce qu'ils n'ont pas le niveau. D'accord. Mais ces milliers d'enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que l'État fait d'eux? C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui. Le renvoi n'est pas un problème. Mais après, ils deviennent quoi? Pour le reste, dans les agro-pastorales, en dehors de Bamako, les IFM, le problème persiste. Il faut les payer. À Gao, on est en train de sortir certains élèves maîtres et maîtresses de leur maison parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Ils n'ont besoin que de cet argent-là parce qu'à Gao, il n'y a pas d'internat prévu pour eux. Et pour la grande majorité des IFM et des écoles pastorales, c'est ça. Il faut qu'ils soient payés. On a évidemment également une pensée pour nos camarades au Nord. Chaque jour, on entend que des territoires sont libérés. Mais aujourd'hui, il faut le dire, après on a eu une rencontre ce matin avec les 2 ministres, des éclaircissements ont été apportés. Des engagements ont été pris. Mais le bureau de coordination nationale va se réunir. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde prenne conscience de la situation réelle de notre éducation. Si on n'arrête pas ces problèmes, surtout au niveau de l'université s'arrêtera d'elle-même. Parce qu'on ne va plus supporter le poids. Il faut que tout le monde se réveille. La refondation du Mali, celle qu'on veut, on aura beau faire des réformes, rien ne marchera si ce n'est pas par l'éducation. Militants de l'AEM, prenons nos responsabilités. On a beaucoup fait, mais s'il y a un acteur qui peut changer les choses aujourd'hui, c'est nous. Dire aux élèves et aux étudiants de comprendre que la grève n'est le souhait de personne. On ne veut laisser personne à la maison, mais il faut un minimum de conditions.
Et on nous a réellement donné l'impression que sans ce genre de mouvement, les lignes ne bougent pas. En 2 ans, on a beaucoup négocié. Également, remercier les éléments de la presse et tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et voici entre autres le résumé de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du BC. Recevez les salutations du secrétaire général de l'AIM, M. Sirima Sebougnari, qui n'est pas ici et je suis son adjoint, mais néanmoins il est de cœur, d'esprit avec nous. Merci.